La pièce se divise en trois actes. Le premier semble être l'exposition non narrative, mais de l'ordre de l'exécution des faits sous forme d'action. Le deuxième, plus procédural, reprend ces faits et tente d'en extraire l'aspect délictueux. Le troisième est un tableau d'après le drame quand celui-ci appartient à l'histoire de cet immeuble. Avez-vous travaillé sur les décors et comment rendez-vous compte de ces trois actes, de ces trois phases, pardon? Alors, c'est vrai que moi, j'essaye d'être d'abord un spectateur qui ne comprend rien quand je travaille. C'est-à-dire, je prends au présent telle scène. Voilà, cette scène, elle a une fonction, c'est de dire, par exemple, que cette jeune femme qui est enceinte, avec son jeune compagnon, sont dans une misère sociale telle qu'ils vont devoir, à un moment donné, renoncer à cet enfant. Donc, deux voies s'offrent à eux. Eh ben, le confier à quelqu'un qui a les moyens de l'élever ou l'avortement. Voilà. Bon, et je prends vraiment la pièce, enfin, la scène au présent. Donc je construis avec les acteurs dans le premier acte, si vous voulez, j'agence avec les acteurs dans le jeu tous les rouages qui permettent de raconter toutes ces histoires. Là, j'en ai cité une spécifiquement pour vous faire comprendre. Dans le deuxième acte, donc si vous voulez, le premier acte, c'est d'abord l'idée de raconter toutes ces histoires et de bien faire voir au public comment elles se tissent les unes par rapport aux autres. En termes de liens familiaux parfois, en termes de liens sociaux, en termes de liens simplement financiers. Voilà. Et puis dans le deuxième acte, tous ces personnages se retrouvent au tribunal. Et là où la scénographie dans le premier acte est fragmentée, au deuxième acte, elle est unifiée. C'est un seul tribunal dans lequel se jouent tous les procès de tous les personnages qu'on a eus précédemment. Donc on a l'ensemble des personnages réunis à ce moment-là dans cette pièce. Exactement. Qui est un prétoire. Exact. En fait, Bruckner écrit dans le deuxième acte le déroulement d'un procès, mais il prend, comme il y a 4 procès, des extraits de chacun pour recomposer un grand procès. D'accord. Donc avec toutes les phases. La phase où l'accusé se présente, la phase où on fait venir les témoins, la phase où le procureur prend la parole, la phase où l'avocat de la défense fait le plaidoyer, etc. Voilà. Sans dévoiler l'intrigue, il y a un décor peut-être un peu mouvant quelquefois. Il y a fixe oui, non, il y a et ben pas tant que ça. En fait, au deuxième acte, au premier acte, là le décor est assez mobile effectivement, c'est très cinématographique. On fait des gros plans, des plans d'ensemble, des travelling, enfin il y a vraiment cette idée-là. Au deuxième acte, le décor est plus fixe, mais ce sont les acteurs qui sont mobiles. D'accord. Donc, et ce sont les acteurs qui créent à l'intérieur de cette même pièce la dynamique des différents procès. Et au troisième acte, au troisième acte, on revient au premier acte, mais c'est un premier acte transformé, un premier acte où on sent que certains personnages ont vraiment disparu parce qu'ils ont été, parce qu'ils sont en prison, tout simplement. L'un d'entre eux est condamné à mort quand même, puisque c'est une pièce dans laquelle la peine de mort n'était pas encore abolie. D'ailleurs, il y a toute une scène extrêmement intéressante sur ce sujet-là. Il y a aussi une scène extrêmement intéressante sur la question de l'homosexualité, parce qu'à l'époque, c'est un délit, les gens vont en prison. Enfin, il y a aussi sur l'avortement. Enfin, il y a un certain nombre de sujets comme ça qui sont vraiment mis en jeu dans les procès. Donc c'est une pièce d'actualité. C'est totalement une pièce d'actualité, pour revenir à la première question. Exactement. Cette pièce sera jouée pour la première fois en s'appuyant sur une nouvelle traduction, on en parlait tout à l'heure. Êtes-vous à l'origine de celle-ci et qu'est-ce qui a justifié cette dernière ? Écoutez, c'est simple, la pièce n'a pas été jouée en France. Je crois qu'il y a eu une tentative dans les années 70, mais je n'en ai eu que des bribes. J'ai vu qu'un manuscrit, je ne sais, j'ai pas vu si vous voulez, de plaquettes, d'affiches. Je ne sais pas si ça a vraiment eu lieu en fait. Bon voilà. En tout cas, il y a eu une tentative, ou peut-être c'était un atelier, je ne sais pas. Alors ça, c'est en 34. En 34, la première mise en scène, c'est évidemment Peter F. qui a mis en scène cette pièce. D'ailleurs, il y a des images. On a quelques images de la scénographie. Et depuis, si vous voulez, on a la traduction de cette époque, voilà, qui est une certaine époque. Et puis surtout, si vous voulez, c'est une traduction qui n'est pas vraiment une traduction, qui est plutôt une adaptation, dans laquelle il y a des arrangements. Par exemple, la question de l'homosexualité en 1930, elle est abordée de cette manière-là. Quand on parle des personnages, on dit « il en est ». Voilà, c'est comme ça, très. Faut décoder, voilà, c'est très caché. Alors qu'en fait, dans le texte, c'est très clair, dans le texte allemand. Et donc, Laurent Mühlhausen, qui est traducteur, qui est aussi conseiller littéraire à la Comédie Française et directeur de la Maison Antoine Vitez, le centre de traduction internationale en France, avait ce projet depuis un moment. Et quand je lui ai dit, parce que moi je connais Bruckner depuis longtemps, puisque j'ai joué une pièce de Bruckner il y a petite quinzaine d'années,
j'avais demandé à Laurent de me donner des éléments sur la pièce. Donc il m'avait d'abord traduit le premier acte, que j'ai pu travailler dans le cadre d'un atelier au Conservatoire de Montpellier. Et puis ensuite, j'ai dit, je veux vraiment faire cette pièce. Donc il a poursuivi la traduction. Il a fait un travail remarquable où la langue est d'une précision, d'une vitalité, d'une invention. Et il fait bien ressortir les différents registres, puisqu'il y a différents personnages, différentes classes sociales. Voilà, ça, il le fait remarquable. Aussi à situer dans l'espace géographique les personnages. Oui, absolument. Enfin, les actions. Absolument. Donc, et du coup, la traduction sera éditée au moment de la création du spectacle. En octobre, vers le 11 octobre. Voilà. C'est une création de la... juste une petite question quand même sur la... Vous parlez de l'aspect, sur les notes dramaturgiques, l'aspect littérature-théâtre, le rapport littérature-théâtre, et vous différenciez les deux, par l'entremise d'un personnage qui écrit un livre, en fin de compte, sur cette histoire. Cet aspect m'a beaucoup intéressé. Est-ce qu'on ne peut pas considérer que le théâtre traite du vivant et la littérature le met à distance, de certaine façon? Effectivement, c'est une espèce de réponse, c'est une espèce d'analyse a posteriori d'une action, quoi, et avec le recul nécessaire. Et donc, effectivement, c'est une complémentarité, en quelque sorte. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, en fait, il y a un personnage qui est un jeune philosophe, un jeune docteur en philosophie, puisqu'en fait, en Allemagne, on est docteur, voilà. En France, le mot docteur est... C'est autre chose. Ouais, c'est autre chose. Mais non, mais je veux dire, voilà, c'est vrai que du coup, voilà. Et ce jeune homme, si vous voulez, tout au long de la pièce, traite de sujets et réfléchit, par exemple, sur le libre arbitre. Il est pile dans une situation où son libre arbitre ne peut pas se mettre à l'œuvre. C'est impossible. Donc, il est pris comme ça entre ses concepts philosophiques, son désir de mise en jeu et de mise à l'œuvre de ces concepts, et il n'y parvient pas. Et au moment où sa compagne est arrêtée, donc après condamnée à 8 ans de prison, il va écrire un livre sur ce qu'est un criminel. Qu'est-ce que c'est qu'un criminel? Et il développe l'idée aussi que peut-être le crime, c'est aussi celui qui ne fait rien. C'est aussi celui qui vit de manière apathique, égocentrique. Sur une passivité criminelle. Voilà, exactement. Alors, bon, et c'est vrai qu'il écrit un livre, et d'une certaine manière, je pourrais presque dire qu'à travers cet auteur, ce jeune homme qui s'appelle Kummerer, on a la vision de Bruckner. Oui, on a l'auteur qui, effectivement, par l'art et par la littérature et par l'écrit, peut-être donne des clés pour regarder le monde, le comprendre, et d'une certaine manière, peut-être le faire bouger. Ce que j'avais pu comprendre à la lecture du dossier de presse, parce que vous dites que la pièce, on ne la trouve pas malheureusement, c'est qu'en fin de compte, Bruckner ne donne pas de réponse dans cette pièce, il pose des problèmes, et peut-être les réponses sont dans le livre qui est encore à écrire. De ce jeune homme. Absolument. Qui ressemble beaucoup à Bruckner. Absolument, voilà. Absolument. Donc voilà. En tout cas, on va dire le questionnement est posé. La pièce, si vous voulez, en fait la pièce, c'est ce qu'on appelle Zeitstück. Ça veut dire pièce du temps. Voilà, merci. Pièce du temps, pièce documentaire. Voilà. Donc ça veut dire que c'est une pièce sur le temps. Donc ça veut dire que Bruckner avait saisi à son époque un certain nombre de problématiques politiques, sociales, qu'il met en jeu. Et quand on voit comment est construit la pièce, premier acte, cet immeuble, troisième acte, le retour dans cet immeuble, et au centre, il y a le tribunal. Et en fait, c'est une sorte de débat, c'est une sorte de questionnement de société. Tous ces actes délictueux qui sont considérés comme délictueux, il y en a qui le sont véritablement. Enfin, je veux dire, il y a quand même un meurtre dans la pièce à un moment donné. Mais voilà, il y a un personnage qui est amené à faire un faux témoignage parce que sinon, on va dénoncer son homosexualité. Donc, il accepte de faire un faux témoignage. Donc, évidemment, il va être condamné pour ça plus tard. Mais si vous voulez, il y a des situations. Je ne sais pas comment dire. C'est aussi la capacité de la société et de la justice à évoluer en fonction aussi de... C'est pour la question du bien et du mal aussi. Je veux dire, un bien peut-il racheter un mal? Enfin, c'est un peu illusoire, mais donc il y a cette problématique comme ça. Enfin, ça semble très riche de toute façon. Cette pièce sera jouée pour la première fois, donc c'est une création, pardon, de la Comédie de Valence. Elle sera appelée à tourner?
Oui, absolument. Alors, En fait, vous pouvez nous donner quelques dates oui, après alors on commence par la Comédie de Valence du 11 au 19 octobre et ensuite c'est le Théâtre des Célestins à Lyon qui accueille le spectacle début novembre. Courant novembre, on va à la Comédie de Saint-Étienne et puis ensuite au Centre dramatique de Lorient en décembre et à Nantes, au Grand T en décembre. Donc, déjà, il y a des répétitions publiques dans les jours prochains. Vous pouvez nous en donner Il y a quelques-unes? une soirée le 4 octobre à 19h, D'accord. la répétition publique. Eh bien, Richard, je vous remercie. C'est On se dit moi. à bientôt pour les criminels. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir, Richard. Au revoir.